Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition 2023 des MEDES. J'espère que vous allez bien. Nous venons du Maroc, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. J'espère que votre voyage s'est passé dans les meilleures conditions. Et nous enchaînons en après-midi avec une nouvelle discussion par rapport aux indices MEDES, l'attractivité du continent africain. Comme vous le savez, nous allons avoir un débat stimulant sur l'attractivité et la stabilité du continent africain, centré sur la présentation des éditions des indices Amadeus de l'année 2022, édition 2023. L'Institut Amadeus, comme vous le savez, s'engage dans une analyse approfondie des dynamiques africaines, mettant en lumière la synergie entre la croissance économique et sociale et la stabilité politique et sécuritaire du continent. Ces analyses, vous le verrez, sont basées sur une analyse rigoureuse qui reflète rigoureuse et transversale, qui intègre et qui prend en considération plusieurs données, qui est collectée sur la base en faisant intervenir des chercheurs émérites. Cette année, l'indice de stabilité examine la résilience des États africains et la maîtrise de la violence, tandis que l'indice d'attractivité, il explore le potentiel du marché et la qualité de la régulation. Ces outils fondés sur des méthodologies robustes cherchent à dévoiler les tendances émergentes et à relever les défis persistants des modèles économiques politiques africains. Pour en parler, j'ai des panélistes d'exception qui m'ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui et que MEDES et l'Institut Amadeus a sélectionné, et vous allez voir, nos panélistes sont exceptionnels. Je vais les présenter avant de lancer le débat. Nous avons avec nous son Excellence Martin Ziguélé, qui, si vous ne le savez pas, ancien ministre de la République centrafricaine. Je vous prie de l'applaudir. Aux côtés de son Excellence Premier ministre Martin Ziguélé, nous avons également son Excellence Saïd Ibrahim Fehmi, qui est ancien ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores. À ses côtés, côté marocain et non des moindres, le représentant de CFC, Casablanca Finance City, M. Mourad Fathullah, qui est Head of Strategy and International Partnership. Nous avons également avec nous du Sénégal, Moubarak Lou, qui vient d'atterrir et qui nous vient directement, qui a pris 4 vols pour être avec nous aujourd'hui. Moubarak Lou est directeur du Bureau de la perspective économique du Sénégal. Vous savez, on peut pas avoir un panel sans avoir de femmes compétentes, et je suis heureuse et ravie d'avoir à mes côtés aujourd'hui Madame Thérèse Félicity Azing, qui est professeure universitaire, consultante économique de l'Union africaine et l'une des rédactrices des indices MEDES. Nous avons également Tumonta Kennedy, qui est le CEO et founder de African Business Information Bank, qui nous vient du Cameroun. Bienvenue. Dans du monde des startups et du monde de la fintech, nous avons Philippe Nguya, qui est le CEO de Phil John Tech, qui vient du Cameroun et qui a fait le chemin inverse en allant à la conquête de l'Europe et de l'Amérique. Nous avons également avec nous Jean-Marie Buyi, qui est le CEO de BM Partner et qui nous vient du Congo. Bienvenue. Last but not least, j'ai à mes côtés Olivier Do, qui est Senior Consultant, Policy Analyst et qui est derrière la cheville ouvrière des indices Amadeus. So, without further ado, pour plonger dans le vif des débats, je voudrais commencer par le commencement et commencer avec vous, Olivier,
Pour savoir au juste de quoi nous parlons, c'est quoi ces indices Amadeus, et puis c'est quoi la nouveauté de cette nouvelle édition qui remonte à l'année 2022 mais qui vient d'être publiée en 2023. Merci beaucoup Nisrine, et puis ravi d'être invité et d'avoir à présenter. Je ne serai pas long, mais je vais pouvoir exposer les résultats en fait, de 2023 qui sont basés sur les données en fait, connues et disponibles en 2022. D'où vient l'idée de deux indices, stabilité et attractivité, les deux étant liés, puisque dans l'indice d'attractivité, l'Institut Amadeus a fait le choix, et le groupe de recherche a fait le choix d'intégrer également une composante de stabilité. Ça vient de la question d'une réflexion qui remonte déjà une vingtaine d'années, où l'Institut Amadeus avait été invité à un panel de haut niveau à New York, à l'invitation du secrétaire général adjoint de l'ONU sur les questions africaines, et sur la volonté d'arriver à articuler ces deux grandes questions que sont l'attractivité et la stabilité. Le défi de ces indices, c'est de les penser quelque part, de les objectiver, et on n'est jamais, malgré tous les efforts que les chercheurs peuvent faire à penser sur eux-mêmes et penser leur méthode, on n'est jamais tout à fait objectif, on y reviendra. Et c'était une façon, quelque part, de produire des données aussi authentiquement africaines, comparer les 54 pays africains sur des critères objectifs, comparables, articulés à une réflexion à la fois de sciences économiques et une réflexion de sciences politiques. Alors concrètement, ces deux indices sont composés de 40 données brutes qui sont recherchées chaque année dans les bases de la Banque mondiale, du FMI, mais aussi sur les bases statistiques des pays africains telles qu'elles les délivrent. Et aussi sur des grandes bases d'ONG. Par exemple, pour les données sur la violence politique, on regarde en fait la base notamment qui est très connue, ACLED, qui nous permet d'analyser en fait sur une année qu'est-ce qui a pu se produire en fait sur le continent africain et quelles sont les données objectivables et comparables entre les pays. Évidemment, la grande difficulté de cette recherche, c'est d'arriver à déjà trouver ces 40 données pour chaque indice, donc 80 données au total pour l'ensemble des 54 pays africains. Et il faut recourir aussi à des méthodes approchant ou des notations intermédiaires qui sont discutées dans un comité scientifique. Et je dois dire que cette démarche, elle a été multipliée, appuyée et soutenue notamment par le partenaire Casa Finance City, qui nous a permis de donner les moyens en fait, de cette réflexion approfondie et qui depuis 6 ans, notamment à travers une méthodologie renouvelée, avec son appui, nous a permis de pouvoir produire deux types de données. Un, l'attractivité à usage des investisseurs, pour donner une tendance, une idée des composantes, des forces et faiblesses de chaque pays africain en les comparant aux autres pays africains, comparer ce qui est comparable en réalité. Et on verra, enfin, cette discussion peut être infinie, mais tout n'est pas forcément comparable, même entre pays africains. Et d'une part aussi, avoir une appréhension de ce qui est jamais donné par le renseignement investisseur, c'est la stabilité, qui est une question éminemment compliquée et éminemment politique. Alors, le classement ces classements, en fait, je vous dis 40 données, parfois qui sont pondérées sur des variables assez fortes. Elles sont regroupées en 3 sous-groupes. L'indice de stabilité, il va étudier d'abord quelle est la gouvernance politique et sécuritaire, avec un ensemble de sous-données. Il va étudier les vulnérabilités économiques et sociales, et étudier enfin ce qu'on appelle la résilience de l'État, sa capacité la capacité de l'État en tant qu'accord économique, social et politique à réussir à surmonter des crises importantes. Vous avez sous les yeux le classement de l'indice de stabilité tel qu'il a été calculé cette année, avec une relative stabilité pour le coup. Le mot ne peut être mieux choisi sur les 4 premiers indicateurs, avec notamment l'île Maurice, les Seychelles, le Maroc, le Cap-Vert et le Botswana qui conservent leur classement et qui sont des pays dont on estime que ces 3 grandes composantes ont permis de dégager en fait un paramètre que nous appelons stabilité. Juste pour donner une indication
parce que c'est celui des deux indices qui a le plus bougé, donc je prendrai une minute de plus pour dire en fait que quelques pays se sont vus monter dans ce classement et d'autres pays descendre. Et là, je ferai quelques commentaires en réalité sur l'instabilité politique qu'on a pu observer cette dernière année sur la Corne de l'Afrique, dans le Sahel, et aujourd'hui des questionnements sur les crises préélectorales en fait, telles qu'on la voit se développer depuis un an, notamment au Sénégal, qui est le pays cette année qui a le plus reculé dans l'indice stabilité. Mais je pense que c'est une question sur laquelle on pourra rebondir. Est-ce que c'est une question conjoncturelle ? Le Sénégal est une démocratie qui a des caractéristiques complètement différentes des pays que j'ai évoqués sur le Sahel, qui ont des problématiques sécuritaires et de gouvernance beaucoup plus fortes. Mais néanmoins, c'est un pays qui avait une stabilité assez bonne dans les précédentes éditions et qui a un peu perdu, notamment du fait de la répétition des manifestations, d'un espace civique en restriction, notamment en vue de l'élection présidentielle de février. Mais encore une fois, je pense que le comité scientifique et nous-mêmes serons tout à fait éclairés par des commentaires d'experts de terrain. Je vois que mon voisin Moubarak en sait beaucoup plus probablement aujourd'hui sur la trajectoire du système politique sénégalais. Voilà. Donc ça, c'est les trois grandes composantes de l'indice de stabilité. On voit qu'on est capable de définir aujourd'hui pour chaque pays quels sont au fond ses points forts. Dans les composantes, il y a 2 sous-composantes et plusieurs autres indicateurs qui nous permettent de pouvoir apprécier dans chaque indicateur, dans chaque compartiment de réflexion, quelles sont les forces et les faiblesses de chaque pays. Et vous avez une carte globale de la stabilité. S'en dégagent quelques pôles de stabilité en Afrique qu'on dégage nous essentiellement sur le golfe de Guinée en partie, au Maghreb avec le Maroc principalement qui occupe une position haute du classement, la Tunisie qui a un peu régressé mais qui était quand même à un niveau beaucoup plus haut les années précédentes, mais qui est encore un pays qui incarne une certaine forme de solidité du système politique, et l'Afrique australe qui se distingue aussi dans cette composante stabilité, avec notamment le Botswana ou la Namibie, qui sont des pays qu'on estime dans cette réflexion assez stables. L'indice d'attractivité, je serai plus rapide. Il est simplement une réflexion à partir de trois grandes dimensions. En fait, pour avoir une attractivité économique, nous sommes partis du principe, et le comité a défini sa méthodologie en disant d'abord l'attractivité, on la comprend et c'est naturel comme un potentiel, une dynamique économique, un potentiel de marché, et c'est ce qui va attirer un investisseur, qu'il soit national ou étranger. Il y a aussi la productivité des facteurs, qui est une composante, donc c'est-à-dire quelque part le niveau de qualification et d'éducation de la population, la façon dont le capital est alloué, le système bancaire, et comment finalement le facteur humain et le facteur financier vont être mobilisables facilement dans cette économie. Il y a la qualité de la régulation, c'est encore revenir à une question politique fondamentale qui est le rôle de l'État et sa capacité à asseoir des règles stables pour l'économie et prévisibles pour les acteurs de l'économie. Voilà, donc donc le potentiel et dynamique de marché, productivité des facteurs et qualité de la régulation sont les trois grandes composantes, avec beaucoup de sous-composantes. Il serait beaucoup trop long de détailler en faire ces sous-composantes. Elles se retrouvent dans le document qui est communiqué chaque année par l'Institut Amadeus, qui communique de manière transparente et ouverte sa méthodologie, et qui est d'ailleurs ouvert à challenger et à discuter cette méthodologie, comme il le fait chaque année à Tanger ou dans des workshops avec des chercheurs invités. Et j'ai hâte d'ailleurs d'entendre chacun de vos distingués invités. Merci beaucoup Olivier. Je sais que ce n'est pas facile de résumer en 5 minutes une année de travail ou plus, et puis des pages d'indices. Mais succinctement, l'Afrique se porte-t-elle mieux ? Comment a évolué les indices ? Alors justement, ces indices, leur caractéristique principale, c'est d'abord de prendre des données avant tout africaines et de comparer les pays africains entre eux. Donc en réalité, ils ont assez peu vocation
à comparer l'Afrique avec d'autres zones du monde. Et c'est un travail sur lequel c'est un exercice qui serait complètement différent. Mais à l'évidence, c'est un exercice en réflexion, mais à l'évidence, une des grandes composantes qu'on a pris en question, c'est quelque part la vulnérabilité des pays africains, et ça on a fait attention en construisant la réflexion sur les indices, à ce qu'on appelle les chocs externes. Leur capacité à pouvoir de plus en plus, chacun de ces pays, résister à des déstabilisations, que ce soit sur des prix de cours de marché, les prix du pétrole, les prix du gaz, les prix de différentes matières premières auxquelles les économies africaines sont encore très, voire trop sensibles. Et donc on a valorisé extrêmement, dans les pays que vous retrouverez considérés comme stables ou attractifs, on a valorisé cette capacité à créer un dynamisme interne sur le marché intérieur et la capacité à avoir un investissement national et étranger stable et pérenne. Donc au final, sur les chiffres, on voit que et ça vous verrez dans les différents rapports, notamment de la Banque africaine de développement, il y a eu un choc très fort, récent encore, qui a été le choc économique qui a suivi la crise du Covid, et duquel l'Afrique est en train de se sortir, avec certains pays qui ont vu par contre l'indicateur d'endettement, qui est une vulnérabilité forte, et des indicateurs de dynamique économique un peu moins bons, et d'autres pays qui sont très bien sortis. Aujourd'hui, ces pays se retrouvent plutôt en tête du classement, parce que c'est des pays à l'économie diversifiée, avec une vraie dynamique intérieure, avec une capacité notamment à trouver du financement à bas coût pour financer leur développement. C'est très clair. Je reviendrai vers vous un peu plus tard, mais maintenant qu'on a planté le décor concernant la question de l'attractivité, de la stabilité africaine vue du prisme ou de la perspective des indices Amadeus, je voudrais me retourner vers vous, Monsieur le Premier ministre, Excellence, pour vous interpeller par rapport à ces indices. J'ai vu que vous avez pris des notes. On sait très bien que le continent africain est un continent extrêmement riche, diversifié et des fois même complexe. Comment pensez-vous que ces indices aujourd'hui peuvent contribuer dans le développement des investissements en Afrique? Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à ce panel. Et je voudrais dire tout de suite que je regarde toujours le sens du mouvement, comme beaucoup d'entre nous, sinon nous tous. Et le fait qu'il existe déjà des indices produits par l'intelligence même de nos propres compatriotes est quelque chose de très positif. C'est vrai que je ne reviens pas sur l'histoire de Doing Business de la Banque mondiale. Vous savez à quoi ça a conduit. Et lorsque c'est une institution publique, hein, qu'elle soit nationale ou internationale, qui met en place des indices, cela est toujours susceptible d'attirer des commentaires divers et variés. Et vous avez vu, même la Banque mondiale n'a pas été épargnée par ce type de critique. Le mérite des indices Meddays, que je salue, c'est comme je dis, c'est le caractère endogène de la démarche. C'est une démarche qui utilise des données objectives, puisque c'est les mêmes agrégats qu'on trouve dans les différentes études, mais ces agrégats-là, revus selon la vision africaine des éléments à prendre en compte pour définir la stabilité ou notre stabilité, et puis de définir l'attractivité, qui est une notion beaucoup plus universelle, parce que l'attractivité, c'est un message envers les investisseurs, quels qu'ils soient. Et le seul point où on peut discuter, c'est peut-être de définir un peu la stabilité. Vous savez, je suis assureur de formation et de métier, même si je suis à la retraite, mais on ne se refait pas. La stabilité, c'est quel est l'horizon? C'est le court terme? C'est le moyen terme? Est-ce que c'est le long terme? Selon l'horizon qu'on a choisi, quels sont les éléments constitutifs de ce qu'on peut appeler stabilité satisfaisante? Bon, ça, c'est des choses pour lesquelles peut-être qu'on pourra contribuer en rediscutant un peu les panels, parce que ce n'est pas innocent.
Ce n'est pas innocent de s'entendre là-dessus. La stabilité dans le concept occidental, c'est-à-dire gréco-latin du terme, la stabilité, c'est des partis politiques dans un état de droit qui organisent des élections où il ne se passe rien. Et où il y a un renouvellement de la direction du pays, et puis des pouvoirs, des institutions. Il n'y a pas, comme dirait quelqu'un, des chocs politiques qui peuvent déstabiliser en envoyant en l'air tout cela. À la lumière de ce que je dis, vous regardez le tableau qu'il nous a montré, il peut y avoir des débats. Maintenant, la stabilité, selon notre vision des choses, selon la vision que nous allons discuter, négocier ensemble, peut déboucher sur un autre corpus. Corpus, j'allais dire, corpus accepté, corpus de définition. La stabilité n'est pas simplement la conception gréco-latine ou, je ne sais pas moi, de la démocratie, mais ça peut être une autre forme de stabilité. Je ne sais pas si je me perds là. Mais pour moi, les choses sont très claires. La démarche de la mise en place des indices Maydays n'aura et n'a d'intérêt que si nous faisons ce qu'on appelle un peu dans la théologie, dans les théories théologiques africaines, si on fait une inculturation. C'est-à-dire s'approprier les données et les agrégats et s'approprier aussi l'interprétation, et naturellement, des concepts de stabilité et puis naturellement d'attractivité sur lequel il n'y a pas beaucoup de débat. L'attractivité, c'est de savoir si on met de l'argent quelque part, on va le récupérer ou on va le perdre. Où est-ce qu'on peut mettre de l'argent, gagner dans le long terme, parce que c'est le plus intéressant, gagner le maximum possible, apporter de la valeur ajoutée, répondre à des besoins, et puis ne pas repartir en perdant tout. Là, les choses sont un peu plus faciles. Si vous voulez, l'attractivité pour moi est une notion quasi... enfin, on s'approche un peu plus de l'objectivité que de la stabilité à cause des connotations intrinsèques à ces notions-là. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est comme ça que je vois les choses. Bah, écoutez, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit, est-ce que je me perds? Nous, non, je pense qu'on suit votre logique et elle a du sens. Effectivement, l'attractivité, c'est quelque chose qui tombe sous le sens. On ne ferait pas face à ces difficultés aujourd'hui si notre continent n'était pas un continent intéressant et si ce n'était pas un continent qui attire les convoitises. Maintenant, la question de la stabilité, ça prend des experts qui viennent de ce continent, une approche sud-sud qui a une logique défendue, défendable et démontrable pour justement justifier le bien fondement. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, on n'a pas toujours le plaisir ou le loisir de rencontrer un Premier ministre et de profiter de son expérience. Tout à l'heure, quand on échangeait avant ce panel-là, vous répétiez, vous l'avez répété, mais maintenant que vous étiez en retraite administrative, mais permettez-nous quand même, pendant quelques minutes ou le temps de ce panel, de vous sortir de votre retraite et justement pour avoir votre retour d'expérience, notamment non seulement par rapport à la République centrafricaine, mais plus généralement par rapport au continent africain. Oui, ces indices sont extrêmement importants et intéressants. Oui, ces indices ont une démarche scientifique démontrée qui a fait ses preuves. Il y a un niveau très important en matière de challenging et de remise en question et de perfectionnement des indices. Mais comment voyez-vous, Monsieur le Premier ministre, l'évolution de notre continent? C'est quoi les perspectives? Merci. C'est une lourde question. Ou une question lourde. Il y a quelque chose que je dois dire d'emblée, c'est que je suis un afro-optimiste. Je suis un afro-optimiste. Je le disais à l'issue du premier panel ici, j'ai dépassé l'âge d'être naïf. Je ne suis pas naïf, mais je suis optimiste. Optimiste parce que vous sentez un changement de paradigme dans la démarche des responsables africains, dans la quête des solutions pour développer leur pays et pour développer le continent. On change, on constate, on sent, on ressent un changement progressif de paradigme.
Lors du précédent panel, j'étais en train de dire qu'il y a 25 ans, il y a 21 ans, il y a 22 ans, quand j'étais d'abord directeur national de la Banque centrale, puis Premier ministre et ministre des Finances, quand vous alliez à une réunion des ministres des Finances, c'était un peu une danse du ventre vers les investisseurs de notre hémisphère pour capter la plus grande part possible de l'aide publique au développement. C'était ça, en fait. Un bon ministre des Finances, c'est celui qui ramenait beaucoup de dons, beaucoup de dettes, On sait là où cela nous a conduit. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail beaucoup plus responsable. Dans ce sens que nous mettons en place des mécanismes de financement, pas simplement subsidiaires, mais centrales de la construction de nos économies. C'est comme ça que nous créons des fonds de pension, nous créons des fonds de souveraineté, nous créons des caisses de dépôt et de consignation, nous renforçons les compagnies d'assurance, nous renforçons les banques, etc., etc. Mais nous allons plus loin. Nous mettons en place des indices qui donnent notre lecture à nous en cherchant à être le plus objectif et le plus universel possible pour dire que chez nous, ce n'est pas l'enfer. Donc, nous sommes dans une démarche crédible, essentielle. C'est de dire que nous faisons partie du monde. Voilà les instruments qui nous permettent de vous dire qu'en venant chez nous, vous ne perdez pas. Voilà ce qui nous permet de dire que la stabilité existe chez nous. Voilà une manière de vous dire, voilà des opportunités de développement, mais un développement qui ne sera plus un développement de type triangulaire il y a 3 siècles. C'est-à-dire on amène du sel, de la poudre et de l'alcool sur les côtes africaines, on amène des hommes et des femmes de l'autre côté, on ramène des ustensiles de cuisine. Non, c'est pour faire en sorte que nous captions la plus grande plus-value de ce que nous pouvons produire et de ce que nous pouvons offrir et échanger avec le reste du monde. Donc moi je suis optimiste. Je ne suis pas naïf, je suis optimiste, mais il faut toujours garder à l'esprit que la réflexion politique, économique, ce n'est pas de la contemplation. Ce n'est pas de la contemplation. C'est-à-dire, il ne faut pas arriver à élaborer des théories pour lesquelles tout le monde sera d'accord avant d'agir. En même temps qu'on parle, il faut agir. C'est pour ça que je salue la construction, la relecture périodique des indices Amadeus, parce que ça fait partie de cet exercice-là. En même temps que nous discutons, nous essayons de promouvoir cet indice-là, de faire en sorte que nous convainquons le plus de possible de décideurs de la pertinence de cette analyse et de cette démarche-là. Tout cela, c'est pour le bien naturellement de l'Afrique. Je ne sais pas toujours, je pose toujours la question parce que comme je vous ai dit, je suis assureur, je ne sais pas si ce que je dis, ça va dans le sens de la question ou si je suis hors sujet. Je ne sais pas si, Monsieur le Premier ministre, vous souhaitez que je fasse un sondage de la salle pour voir si vous suivez les propos de Monsieur le ministre. Je pense que le message est clair et pour rebondir par rapport au fait, la distinction entre la naïveté et l'optimisme, la naïveté est un état de fait alors que l'optimisme c'est un choix qui est discerné. Donc c'est une approche qui est salutaire et vous avez raison, j'ai assisté à votre panel le matin et puis ce que vous dites aujourd'hui sur ce panel, il a du sens. Aujourd'hui, la démarche, on la sent beaucoup plus réfléchie, une approche fondamentale qui, des fois, implique des efforts plus importants, mais toujours, je vais utiliser un terme que les ingénieurs aiment utiliser, toujours en développement agile. Et j'ai l'impression, quand je lis les indices Amadeus et leur évolution à travers les années, on est dans un mode et un format de développement agile. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais maintenant me tourner vers vous, Excellence, chers confrères, puisque nous partageons le même métier. Aujourd'hui, on parle de stabilité et d'attractivité. Et on sait que dans une large mesure, la stabilité juridique, la stabilité judiciaire
est la garantie essentielle du développement des affaires, qu'il s'agisse d'investissements étrangers ou d'investissements internes. Moi, je voudrais vous interpeller non seulement avec votre casse-tête politique, ancien ministre, mais également en votre qualité de praticien du droit. Comment voyez-vous aujourd'hui la combinaison entre attractivité et stabilité ? J'ai noté un lapsus révélateur, le casse-tête politique, ce qui est la vérité. D'abord, je voudrais remercier Amadeus. Mon cher collègue me fait remarquer que je devrais me présenter, et il a parfaitement raison. Alors, je m'appelle Fahmi Saïd Ibrahim, je suis des îles Comores, ancien ministre, je suis avocat. La consoeur qui est là l'a relevé. Je voudrais d'abord remercier Amadeus qui nous donne cette belle opportunité tous les ans pour échanger sur des questions importantes liées au développement de l'Afrique, de la coopération sud-sud et des sujets toujours pointus, pertinents, nous est offert et nous donne l'occasion d'en débattre, d'échanger. Mais d'abord, je voudrais aussi, puisque depuis les tragiques événements qui ont eu lieu, le tremblement de terre, je n'étais pas là, donc je voudrais saisir l'opportunité pour manifester avec le beau peuple marocain que vous êtes, toute ma compassion, ma solidarité. Et nous avons tous, nous Africains, admirer la manière dont Sa Majesté et son peuple a su redresser et prendre en main cette tragique et s'en sortir, parce que nous savons que le Maroc recèle les potentialités de le faire. Donc je ne peux que saluer cet exemple qui nous est donné, parce que tous les pays ne sont pas capables de faire ce que vous avez fait, et même au-delà de l'Afrique, mais dans beaucoup de contrées dans le monde, n'ont pas su relever ce que Sa Majesté et le peuple marocain a su faire. Bravo. Ensuite, tenter de répondre très brièvement à la question qui m'a été posée. Effectivement, quand on parle de sécurité, il y a la sécurité tout court, de la stabilité de nos pays, une stabilité nécessaire, indispensable pour que il y ait des investissements dans nos pays, mais il faut qu'il y ait d'abord la sécurité juridique. La sécurité juridique, c'est ce qui effectivement protège les capitaux étrangers ou nationaux qui souhaitent investir dans les pays. Et c'est ce qui permet d'être sûr qu'il y a cette sécurisation de l'investissement. Or, très souvent dans nos pays, la sécurité juridique n'est pas toujours à portée de main. Nous lisons par-ci, par-là, très souvent, des aventures qui fragilisent cet indice justement d'investissement en Afrique, parce qu'il y a des affaires qui découragent parfois certains à investir dans nos pays. Je voudrais parler de l'exemple de mon pays, les Comores. Nous sommes signataires d'un traité qui s'appelle l'OHADA. L'OHADA, un traité dans lequel il y a 16 pays africains, pour la plupart francophones. Nous nous sommes mis ensemble et nous avons créé un mécanisme et surtout une législation spécifique pour sécuriser les transactions commerciales et l'activité commerciale. Ça a du très bon parce que le troisième degré de juridiction est placé dans un pays qui est la Côte d'Ivoire et qu'on peut, après épuisement des recours internes, s'adresser à la CCJA, qui est la Cour de justice de l'OHADA, pour trouver des solutions appropriées. Je pense que beaucoup d'investisseurs se sentent en sécurité dans un contexte de législation fiable, sûre, qui permet de rendre des décisions de droit, sans passion, sans influence, et surtout un contrôle dans cette troisième degré de juridiction qui est la Cour de cassation.
Donc cet exemple qui est positif dans nos pays, j'espère que l'Afrique tout entière, à moyen terme, elle peut également envisager une autre forme de coopération, autre qui permettra les échanges dans nos pays africains. Malheureusement, quand on regarde un peu les indices, nous sommes un continent où la population elle a été quasiment multipliée par 14 en un siècle. On est passé de 100 millions en 1900 à 1,4 milliard en 2020, et qu'il y a une potentialité aussi extraordinaire dans cette démographie, mais à condition que nos pays aussi s'engagent à éduquer, à former et à faire en sorte que le continent africain, nonobstant ce réservoir de ressources humaines, puisse aussi faire en sorte que nos peuples puissent accéder au savoir, parce que le savoir est une des conditions de la sécurité, est une des conditions de la sécurisation de notre continent. Malgré cette démographie qui représente à peu près 18% de la population mondiale, l'Afrique, à l'heure actuelle, on ne fait que représenter 3% du PIB mondial. Ça veut dire que l'Afrique, elle est, malgré ses richesses naturelles, extrêmement riche, mais dès lors que nos pays, notre continent, n'a pas réussi à créer les conditions d'une transformation de la matière première et aller vers une réelle valeur ajoutée, tant que cela ne se sera pas fait, nous risquons malheureusement de rester encore longtemps dans cette situation. Nous avons effectivement favorisé la SLECAF sur les échanges commerciaux en Afrique, mais je doute un peu que les échanges commerciaux puissent enrichir nos continents, notre continent. Je pense qu'il faille aussi changer de paradigme et penser aussi à créer un mécanisme de mutualisation de nos moyens de production, parce que l'Afrique recèle quasiment toutes les ressources naturelles pour faire en sorte que l'Afrique s'impose comme grand producteur de produits alimentaires, de blé et du reste, pour ne pas, par des formations professionnelles, abuser du temps pour laisser aussi les collègues pouvoir intervenir. J'ai eu à le dire il y a quelques mois, il y a peut-être un an, à l'occasion d'une intervention ici, que en Afrique, je me demandais qu'est-ce qui nous est arrivé quand on voit des enfants en pleine crise en Ukraine, parce qu'il y a une crise, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, qu'il y ait des enfants qui meurent en Afrique parce qu'ils ne sont pas nourris ou mal nourris. Alors que nous recelons toutes les potentialités en Afrique, nous avons l'eau, nous avons les espaces, nous avons l'énergie, et qu'il faille maintenant, aujourd'hui, se mettre au travail et penser à enrichir l'Afrique par le travail, par la transformation. Nous n'avons pas le choix, parce que seule la création de richesses, seule la transformation peut réduire le chômage, mais aussi peut créer une valeur ajoutée dans nos pays, et c'est ainsi que nous pourrons aussi sécuriser notre continent et permettre l'épanouissement économique en apportant la stabilité. Parce que malheureusement, quand on regarde un peu la géographie de l'Afrique aujourd'hui, nous souffrons toujours d'instabilité politique qui malheureusement se répercute sur la stabilité économique, parce que l'un ne peut pas y aller sans l'autre. Quand on voit ce qui se passe en Libye, quand on voit dans les Grands Lacs les bruits de bottes, quand on voit au Sahel ce qui se passe, quand on voit dans tous ces pays, il y a des questions majeures qu'il faille aujourd'hui se les poser et faire en sorte que des solutions structurelles puissent être mises en place. Aujourd'hui, le Maroc est un pays pour nous exemplaire à tout point de vue, parce que en 30 ans, en 20 ans, le pays a muté, a apporté des réformes structurelles qui ont permis aujourd'hui le Maroc, en quasiment 20 ans, de passer d'un pays à faible revenu et à revenu intermédiaire aujourd'hui. Nous avons
l'excellence de la qualité intellectuelle produit, l'éducation, la transformation des produits à haute valeur ajoutée. Quand on voit le port aujourd'hui, quand on voit les projets de Sa Majesté lancés, je pense que le Maroc aujourd'hui recèle les potentialités pour que l'Afrique on puisse prendre un exemple et surtout favoriser cette coopération sud-sud, comme ça a été dit par mon collègue, parce que l'avenir de notre continent dépend de nous-mêmes, nous Africains. Je pense que sans une coopération réelle de nous, Africains, entre nous d'abord, il n'y aura jamais de vraie stabilité en Afrique. Et quand on n'aura pas cette stabilité réelle parce que nous l'avons tous voulu, il n'y aura pas de développement possible, ni d'enrichissement de notre continent. Voilà un peu ce que je pourrais, dans un premier temps, dire et soutenir que la stabilité, la sécurité sont des éléments fondamentaux pour que nous puissions aujourd'hui espérer la renaissance de l'Afrique avec tous les atouts que nous avons aujourd'hui parce que nous en avons. Et je pense que l'Afrique, ce siècle peut être celui de l'Afrique à condition que nous, Africains, nous nous engagions dans ce chemin, dans cette voie de la rupture avec le passé et faire en sorte que l'Afrique puisse s'enrichir et être respectée dans le reste du monde. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, c'est vraiment un cours magistral. Vous avez brossé un tableau du continent africain, non seulement les défis, mais aussi les opportunités. Continent riche en minerais, en ressources naturelles, loti d'un positionnement géographique inédit qui pourrait jouer un rôle dans la sécurité alimentaire mondiale. Oui, gageons que le siècle sera un siècle africain et que la coopération sud-sud finira par donner ses preuves et ses fruits. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vais à présent me tourner vers Monsieur Mourad Fathallah, et je le rappelle, il est Head of Strategy and International Partnership à CFC. CFC, si vous ne le connaissez pas, c'est Casablanca Finance City. Et puisque nous parlons de classement, et je suis certaine que vous le savez, félicitations à CFC qui a évolué au niveau du classement des places financières au niveau du monde et qu'aujourd'hui, elle est à la tête du continent africain. Donc, félicitations à CFC. Et en parlant de CFC, je voudrais vous interpeller, Monsieur Fathallah, par rapport aux indices Amadeus. Je sais que vous intervenez en tant qu'institution et vous sponsorisez et vous coopérez avec l'Institut par rapport à l'élaboration de ces indices. Je voudrais avoir votre perspective sur le rationnel. Pourquoi faites-vous cette collaboration, pourquoi elle existe aujourd'hui? C'est quoi le rationnel? Très bien. Vous m'entendez? Très bien. Merci Madame la modératrice, Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les panélistes, chers participants. Je m'appelle Mourad Fathallah et je suis en charge de la stratégie et des partenariats internationaux au sein de Casablanca Finance City. Peut-être en préambule et en guise d'élément de contexte, je vous présenterai brièvement Casablanca Finance City. Alors, Casablanca Finance City Authority est une initiative publique-privée lancée en 2010 sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. CFCA est en charge du pilotage institutionnel et de la promotion de la place financière de Casablanca. Actant comme un véritable hub économique et financier au service de notre continent africain, CFCA a réussi à constituer une forte communauté de membres composée d'entreprises financières, de multinationales, de prestataires de services professionnels et de holdings. Le centre financier offre à ses membres une proposition de valeur attractive et un accompagnement doing business de qualité visant à favoriser le déploiement des activités sur le continent africain. Je souhaiterais remercier la présidence de l'Institut Amadeus pour cette invitation et je tiens particulièrement également à féliciter les équipes de l'Institut pour l'organisation de cette nouvelle édition du forum, dans un contexte de forte turbulence. Résurgence de foyers d'instabilité à travers le monde et malheureusement aussi sur notre continent, tensions sur les marchés financiers, crise énergétique et alimentaire.
En tout cas, nous sommes ravis à CFC de nous associer à l'Institut Amadeus pour cette nouvelle mouture des indices d'attractivité et de stabilité. Et notre partenariat, ça a été mentionné précédemment, est inscrit sur la durée, puisqu'il date de 2015. Et donc, nous sommes convaincus de l'importance des indices pour la communauté. Convaincus pour une communauté business, pour des décideurs politiques, mais aussi plus globalement pour l'ensemble des parties prenantes sur notre continent, qui s'intéressent aux dynamiques business et stabilité politique, que ce soit des ONG, que ce soit le monde académique. En fait, ces parties prenantes ont besoin d'un baromètre qui soit actualisé, qui soit multidimensionnel, qui soit fiable et qui soit surtout en lien avec les tendances qu'on observe sur le terrain africain. Et d'ailleurs, l'une des particularités des indices, et ceci a été mentionné précédemment, c'est qu'ils sont développés par l'Institut et ils viennent précisément, ma foi, dans une logique de Made in Morocco, Designed in Africa and Prepared for the World. Ils sont conçus au Maroc, développés en terre africaine par un think tank marocain, certes, mais d'envergure internationale, et ces indices sont adressés à une audience monde. D'ailleurs, un comité scientifique de renom, dont certains siègent aujourd'hui avec nous dans le panel, fort de leur richesse et de leur diversité à la fois géographique, sectorielle, mais aussi une parité homme-femme, ont été mobilisés. La méthodologie qui a été suivie est rigoureuse, elle est révisitée régulièrement et elle met en œuvre une ingénierie certaine des indices. À titre d'illustration, et dans un souci de dynamisme, la pandémie a été un facteur qui nous a permis d'intégrer le risque sanitaire à la composition des indices. Idem pour le risque climatique qui est aussi incorporé dans l'approche. Plus globalement, et dans le cadre de nos activités au sein de Casablanca Finance City, il nous tient à cœur de promouvoir à l'international les atouts et les opportunités du continent africain, de contribuer à changer en quelque sorte le narratif ou le storytelling sur l'Afrique, de raconter l'Afrique par des acteurs africains, et in fine mettre en avant les avantages concurrentiels et les opportunités qui sont nombreuses sur notre continent. Le fait de suivre de manière proactive les classements du Maroc dans ces indices de référence nous permet de mieux apprécier les trajectoires de croissance et de développement que connaît notre pays et d'agir en stratège et de relever de manière idoine les défis à venir dans un contexte régional et international en forte mutation. Et c'est dans ce sens, Madame la modératrice, qu'il nous semble particulièrement judicieux et pertinent d'accompagner la production de ces indices. Merci, Monsieur Fathallah. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire et toujours gardant en relief les indices Amadeus dans leur dernière édition. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre perspective sur les dynamiques business sur le continent africain? Très bien, merci. Mais écoutez, je commencerai déjà par partager, ça c'est peut-être un biais personnel, l'afro-optimisme de son excellence. L'Afrique est the last frontier, comme on dit. Des méga-tendances sont très prometteuses. Pour en citer certaines, il y a un démographique dividende, une urbanisation croissante, l'émergence d'une classe moyenne avec un pouvoir d'achat discrétionnaire de plus en plus important sur le continent, une diversification économique, une transformation digitale qui est aussi couplée à une dynamique entrepreneuriale, et nous avons certains exemples dans ce panel. Cependant, ayant dit ça, il convient de rester lucide et de regarder de manière froide les challenges auxquels nous sommes confrontés sur le continent. Globalement, nous sommes sur des économies de petite taille. Le PIB africain consolidé représente grosso modo le PIB du Brésil. Certaines complexités en termes de doing business restent malheureusement persistantes. La croissance en Afrique subsaharienne marque le pas et on ne parvient malheureusement pas encore à décoller post-Covid. Elle est freinée par des incertitudes persistantes, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit des foyers d'instabilité ailleurs, la crise de financement, des tensions certaines sur les marchés de l'énergie par exemple. Juste pour vous citer certains chiffres, globalement, la croissance a décéléré sur notre région. Elle est passée de 2,5% à 2,5% en 2023 contre 3,6% en 2022 selon la Banque mondiale. La croissance est d'autant plus anémique sur certaines grandes économies. Et ça se confirme. En 2023, malheureusement, la croissance en Afrique du Sud sera de l'ordre de 0,5%. Au Nigeria, à peine plus, 2,5%, 1,3% aussi en Angola. Et ce qui est encore plus critique, c'est que si on prend le PIB mais rapporté par habitant, en fait, on est malheureusement sur une tendance de stagnation depuis 2015. Ce qui fait courir un risque, selon certains économistes,
d'une décennie qui serait perdue sur le continent. Ça s'accompagne aussi, cette dynamique, d'une faible création d'emplois. Chaque année, 12 millions de jeunes Africains rejoignent le marché de l'emploi. En face, on est sur des niveaux de 3 millions d'emplois créés par an. Donc, ce qui permet malheureusement pas de créer assez d'emplois, d'intégrer les jeunes dans une dynamique vertueuse et une intégration, et finalement, malheureusement, réduit la tendance de rattrapage par rapport aux pauvretés latentes. Le surendettement, ça a été mentionné tout à l'heure par Monsieur Do, reste une grosse problématique. En fait, le doublement de l'endettement des États africains est certain. Entre 2015 et 2023, on est passé de 27% à 55%. Et on est sur un panorama où 21 pays africains ont un fort risque d'endettement. Ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est que le profil des créanciers change. On passe d'un club de Paris, des créanciers plutôt avec des taux concessionnaires, de plus en plus vers des créanciers privés, avec une augmentation des spreads de taux et des taux d'intérêt, et donc une charge supplémentaire pour les États avec le service de la dette qui explose littéralement. L'inflation aussi reste à 2 chiffres. Pour certains pays, certes, elle est légèrement en recul à partir de 2023. On est sur des niveaux de 7% contre 9% l'année dernière. Mais globalement, sur 18 pays, enfin plus de la moitié de la région, on est sur des taux de croissance de l'inflation qui sont à 2 chiffres. La situation sur les marchés d'échange, sur les forex aussi est inquiétante, dans la mesure où il y a une stagnation des exportations et un certain affaiblissement des monnaies africaines vis-à-vis des devises étrangères. Donc finalement, tous ces défis-là se mesurent bien à l'échelle du financement, à la profondeur assez restreinte des marchés des capitaux africains, qui entravent le développement des PME. Si vous voulez, le fameux scale-up ne se fait pas suffisamment. L'assiette fiscale aussi est à développer. La lutte contre l'informel, évidemment, est un autre sujet. Donc, somme toute, je n'ai pas envie de dresser un tableau qui soit très pessimiste, mais voilà, il y a des challenges sur le continent africain. Le continent reste très hétérogène. Les dynamiques de croissance sont à différencier, mais il y a quand même des poches de résilience, des régions qui s'en sortent plutôt bien. Si on prend par exemple l'UMOA, une zone consolidée de l'Afrique de l'Ouest, ou encore en Afrique de l'Est, on est sur des taux de croissance qui sont somme toute autour de 5%. Donc, il y a un potentiel. Il faut installer une dynamique de croissance qui soit plus résiliente, plus diversifiée, plus inclusive, notamment vers le monde rural, vers les jeunes, vers les femmes. Il y a des opportunités à saisir. Le redesign des chaînes de valeur post-Covid en sont une. Les transitions écologiques, les transformations digitales ou encore la ZLECA, comme mentionné précédemment, la fameuse zone de libre-échange continentale africaine, offre des perspectives business sur lesquelles il va falloir capitaliser. Donc ceci passe par des feuilles de route volontaristes, la mobilisation de l'épargne domestique, une meilleure canalisation et massification des flux d'investissement étrangers, des Foreign Direct Investments, capitaliser sur l'innovation financière, des montages de PPP, de mécanismes innovants de blended finance, et mettre surtout en place des cadres incitatifs pour des niches métiers qui sont à fort potentiel, que ce soit l'innovation fintech, que ce soit la finance verte et durable ou encore le renforcement des capacités. Parce qu'on reste convaincu que le talent pool est la vraie ressource africaine au-delà des ressources naturelles. Finalement, je finirai par une citation de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui disait, et je le cite en anglais, « Africa's profitability is one of the best kept secrets in today's world economy ». Donc ça en dit long sur le potentiel et sur l'upside que représente le continent africain sur le terme business. Donc je conclurai aussi pour dire que je rejoins totalement l'analyse des speakers prédécesseurs sur la corrélation forte qui existe sur l'attractivité économique et la stabilité politique. Ils se nourrissent et les corrélations sont fortes. Et l'un des atouts des indices Amadeus, c'est justement de refléter ça de manière quantitative. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une approche holistique. Vous avez dressé un tableau pas toujours très très beau, mais très réalistique. Et il faut voir les choses en face, se dire ces 4 vérités pour justement pouvoir avancer sereinement. En tout cas, merci pour votre analyse très pertinente. Et maintenant, je voudrais un petit peu me retourner vers le comité scientifique des indices. Et je vais commencer avec vous, Monsieur Moubarak Lou,
je le rappelle, vous êtes directeur du bureau de la perspective économique du Sénégal. Le Sénégal a été cité et rappelé par Olivier. Malheureusement, il fait partie des pays qui ont régressé au niveau des indices. Olivier a expliqué la méthodologie d'élaboration des indices et comment c'est une approche qui vient de l'Afrique, vers l'Afrique, et c'est volet sud-sud. Mais je voudrais quand même vous interpeller par rapport à cette question de méthodologie et avoir votre perspective à vous. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis un spécialiste des indices, d'abord, parce que je suis un ingénieur statisticien formé à l'INSEE en France. Actuellement, je gère 6 indices, mais mes indices sont faits au niveau mondial. C'est-à-dire, je commence par le monde, ensuite je viens sur l'Afrique. Je voudrais d'abord saluer l'initiative de Amadeus. Je pense que c'est très important qu'on fasse des indices en Afrique. Aujourd'hui, tout à l'heure, il y a Casablanca Financial City qui parlait. C'est des outils très importants dans la notation des pays, et même dans les décisions d'investissement, mais également dans les taux d'intérêt qui sont faits, parce qu'il y a des primes de risque, etc. Et donc c'est important qu'on établisse des indices en Afrique. Deuxièmement, Amadeus a choisi une variété d'indicateurs. Donc c'est suffisamment large pour qu'on puisse toucher, disons, toutes les problématiques de la performance des pays. Troisièmement, c'est des sources internationales qui ont été choisies. Donc ça aussi, ça donne de la crédibilité aux indices, parce que si on choisit les sources nationales, il peut y avoir un biais. Le fait qu'on prenne des sources après normalisation, validation, je pense qu'apurement, c'est tout à fait important. Je dois dire aussi que moi, l'indice phare que je publie, ça s'appelle ISEM. C'est l'indice synthétique d'émergence économique que je mesure depuis 2008. Et la grande surprise, c'est qu'on a les 3 premiers pays. On a les mêmes 3 premiers pays. Peut-être pas dans l'ordre. Ça change suivant les années. Mais c'est toujours le Maroc, l'Égypte et l'Afrique du Sud, dans mon indice, qui sont premiers aussi. Donc, je pourrais presque m'en arrêter là et dire que c'est un bon indice parce qu'on a les mêmes 3 premiers pays. Mais bon, ce n'est pas étonnant, il y a souvent des corrélations très fortes entre les indices. L'important de ce travail aussi, c'est la possibilité de faire de la prédiction. Parce que quand vous êtes un investisseur, à la limite, ce qui vous intéresse, c'est de dire, est-ce que ce pays-là is worth investing in? Est-ce que je dois aller investir au Maroc? Parce que demain, j'attends... Ça vaut la peine. Est-ce que, voilà, donc ce type d'indice, quand c'est bien fait, ça permet d'anticiper un peu la dynamique future. Donc on peut, à partir de l'indice, voir ce que le pays va devenir demain. Bon, ça, c'est un peu les éléments, les forces, disons, de l'indice. Maintenant, je n'ai pas été invité ici pour dire que tout est bien. On m'a demandé aussi de challenger. Justement, on veut une analyse critique. Voilà, donc je vais, dans la suite de mon exposé, parler des améliorations que je vois. Premièrement, je pense qu'il faut des fondements théoriques aux indices. Parce que, c'est vrai, moi-même, je suis un économiste. Donc, d'ailleurs, je viens de soutenir une thèse en France sur les indices que j'ai fait. Et donc, je suis parti de la théorie économique pour aller à la mesure économique. Ensuite, j'ai même eu à faire des modèles qu'on appelle modèles à effet retardé. C'est-à-dire on arrive à lier l'indice et la croissance future ou le développement futur. Donc il faut des fondements théoriques, peut-être dans la prochaine édition, d'avoir une introduction sur les fondements théoriques de l'indice. Pourquoi l'attractivité? Pourquoi la stabilité? Et pourquoi pas les fruits de l'attractivité? Parce que c'est important d'être attractif si on peut démontrer
que le fait d'être attractif permet au pays d'avoir des performances en termes d'investissement, donc en termes de flux d'investissement, les FDI, en termes d'exportation, de sophistication des exportations, etc. Je pense que vous gagneriez peut-être à faire ce travail sur les fondements théoriques. Deuxièmement, la simplicité aussi paye. Ce serait très important qu'on puisse lire de manière fluide où est-ce que vous voulez en aller. C'est-à-dire, vous avez fait un indice d'attractivité et de stabilité, mais so what? Quel est le message clé que vous voulez faire passer? En général, ce que les gens attendent de voir, c'est de pouvoir mesurer est-ce que le pays est vraiment attractif aujourd'hui. Et deuxièmement, est-ce que cette attractivité donne des fruits? Parce que même la stabilité, c'est un élément fondamental de l'attractivité. En fait, on investit dans un pays parce que, à la limite, c'est la première chose qu'on regarde. Est-ce que le pays est stable? Dans un pays en conflit, c'est difficile d'investir. Dans un pays où il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas l'ordre, c'est difficile aussi d'investir. Bon, après, il y a d'autres critères d'attractivité liés aux infrastructures, au capital humain, à l'efficacité de l'État, bon, la technologie, tout ça. En tout cas, on gagnerait peut-être à travailler ensemble parce qu'on a beaucoup d'éléments aussi qu'on pourrait partager pour voir comment bâtir ensemble quelque chose d'utile pour les entreprises et les pays. Le champ d'études aussi, moi je suis en train de faire un travail pour les Nations Unies sur le concept d'émergence économique. J'ai envoyé une première version, on m'a dit il faut le faire sur l'Afrique. Dans ce type d'indice, il ne faut surtout pas le faire sur l'Afrique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord le faire au niveau mondial. Aujourd'hui, la compétition est mondiale parce que le Maroc, ses concurrents, c'est le Vietnam, c'est le Cambodge, c'est le Mexique. Je vous donne un exemple. C'est des pays comme ça, quand on prend une décision pour faire un investissement dans le domaine de l'automobile, Renault ou Peugeot peuvent se dire pourquoi pas aller dans ces pays. Et donc, je pense qu'il faut d'abord ouvrir. Donc, il faut que ce soit un indice mondial. Ensuite, maintenant, on peut toujours faire une extraction, avoir un classement africain. C'est beaucoup plus intéressant pour les pays que de faire seulement un indice où le benchmarking est africain. Parce que là, vous êtes obligé de prendre le meilleur de l'Afrique, mais le meilleur de l'Afrique peut ne pas être bon au niveau mondial. Et donc, quand on prend une décision d'investissement, on ne va pas venir ici. Troisièmement, la méthode de construction aussi, au niveau scientifique. On peut le challenger aussi, le choix des variables, les sous-dimensions, les dimensions, mais même le scoring. J'arrive sur la pondération, mais même le scoring. Nous, on utilise des méthodes totalement mathématiques pour faire le scoring. Sinon, parce qu'effectivement, dès lors que vous décidez de donner des scores, parce que toutes les variables ne valent pas la même chose. Donc il faut laisser parler les chiffres. Il y a des techniques statistiques et économétriques qui permettent, une fois que vous avez choisi les variables, vous ne maîtrisez plus rien. Tout vient de manière naturelle. De toute façon, moi je suis un ami de Amadeus, donc on va sans doute contribuer à améliorer les méthodes de scoring. Il y a l'agrégation aussi. C'est un peu la même chose. Nous, dans nos indices, on utilise ce qu'on appelle les analyses en composantes principales, ou les multifactor analysis. C'est à partir de là qu'on détermine les pondérations, parce qu'il faut déjà le poids même des variables, le poids des sous-dimensions, des dimensions. Ensuite, comment agréger tout l'indice. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, c'est un peu ces commentaires que je voudrais faire pour dire que dans l'ensemble, c'est une bonne chose et je pense que vous avez été courageux et je pense que vous êtes peut-être l'institut le plus avancé. En Afrique, j'en connais pas d'autres. Je connais Mo Ibrahim, mais qui fait un indice beaucoup plus large que vous. Nous, on a aussi développé des choses. Vous êtes un peu au milieu, c'est-à-dire entre nous, on est très économique dans notre approche.
Vous êtes un peu plus hybride, mais je pense que vous gagneriez à améliorer les méthodes de construction. Merci beaucoup. Merci Moubarak. J'ai vu que Olivier, il prenait des notes. Mais c'est quoi concrètement les pistes d'amélioration et les perspectives du continent? Bon, j'ai déjà donné les pistes d'amélioration de l'indice. De toute façon, au sortir de cette conférence, je ferai une note pour Amadeus parce que on est des amis. Je participerai, même si je ne suis pas membre du comité scientifique, je vais leur envoyer une note d'analyse un peu qui résume tout ce que je viens de dire, avec même des suggestions. Hein? Voilà, bon, éventuellement, même si vous nous donnez vos données, on peut peut-être même, parce que moi j'ai tout un groupe de travail, on peut éventuellement même faire des tests pour vous montrer le choix d'une autre approche, qu'est-ce que ça aurait donné. Maintenant, les perspectives du continent. D'abord, je commencerai par dire, je ne suis pas d'accord avec la Banque mondiale. Ça, c'est le statisticien qui le dit. Parce que, vous savez, il faut faire très attention avec les pondérations. Si vous prenez le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola, les trois pays font plus de 2/3 du PIB du continent. Donc il suffit, ça même l'élève en première année de sciences économiques le sait, si vous appliquez 1% à ces 65%, les autres, même s'ils font 7%, bon, je ne sais pas si vous êtes rapide dans les calculs, vous êtes à 1,5%. 1,5%. Donc tous les autres ont fait 7%, ces pays ont fait 1%, tout le continent se retrouve avec 1,5%. Donc évitons les agrégations. C'est la même chose pour la stabilité du PIB par tête. Le PIB par tête croît plutôt dans les pays. Vous prenez un pays comme... Même le Sénégal, nous on a un taux de croissance moyen de 5,3 depuis une dizaine d'années. Mais si vous prenez l'Éthiopie, c'est supérieur à 7%. Vous prenez le Rwanda, vous prenez le Niger. Tous ces pays-là évoluent de manière très rapide. Et vous leur dites que vous avez une décennie perdue. C'est des messages qu'il ne faut pas accepter. Donc il n'y a pas de décennie perdue, il n'y a pas de PIB par tête stable. Il y a 3 pays qui sont malades, ça ne veut pas dire que les autres sont malades. L'Afrique se porte bien, plutôt bien, avec beaucoup de défis. Et il faut accélérer la diversification, la transformation et garder le cap pour accélérer le développement du continent. Merci. Merci Moubarak Lou. Je note, vous êtes aussi optimiste par choix comme Monsieur le Premier ministre. Maintenant, en plein milieu de ce panel, je me dirige à la fleur du panel, Thérèse Félicity Azing, professeure. Vous faites partie du comité scientifique pour l'élaboration des indices. Donc, je voudrais un regard de l'intérieur par rapport aux indices, la méthodologie, les nouveautés et puis les pistes d'amélioration. Bien, merci de me passer la parole. En effet, je m'appelle Thérèse Azing, je suis camerounaise. Je suis économiste, enseignante, chercheur à l'université de Yaoundé 2 et à l'université de Bertois où je suis chef de division de la recherche. Par ailleurs, je suis également consultante pour de nombreuses organisations internationales, parmi lesquelles l'Union africaine. J'ai été associée au comité scientifique de Amadeus sur la rédaction justement de ces indices et particulièrement chargée avec Olivier des questions de stabilité, d'indices de stabilité. Donc tout ce qui a été dit précédemment est vraiment très très intéressant pour nous. Ce sont des nombreux inputs que nous allons prendre en compte dans les prochaines éditions parce que je dois le dire, l'une des choses qui m'a le plus intéressée lorsque Brahim et son équipe m'ont contacté il y a 4 ans, je crois, pour intégrer l'équipe du comité scientifique, c'était justement de constater le travail, malgré le travail déjà accompli, cette capacité de renouvellement des indices à chaque fois. Année après année, nous avons ajouté des nouveaux indicateurs, retiré certains ou alors plus approfondi d'autres, et tenu compte également de l'évolution du monde. Par exemple, lorsque j'arrivais à l'Institut,
Amadeus, nous avions pensé qu'il était nécessaire d'approfondir justement les indicateurs liés à la stabilité politique. Je veux dire la stabilité, qui n'était pas uniquement politique, mais il fallait prendre d'autres dimensions ou alors d'autres composantes de la stabilité, ce qui a été fait à ce moment-là, je crois. C'était dans le cadre des indices 2021. Pour les indices 2022, nous étions en plein dans la période post-Covid, donc il fallait prendre en compte à ce moment-là du risque sanitaire et de la vulnérabilité que cela peut impliquer pour les pays africains, comme cela a été pour l'ensemble des pays dans le monde. Mais nous avons discuté lors des différentes tenues du comité scientifique des différentes composantes, encore une fois, de ce risque sanitaire-là et comment est-ce que cela devait être intégré. Pour cette édition-ci, 3 nouvelles composantes ont été rajoutées à la pondération globale des indices. C'est notamment la question de la qualité de vie qui est aujourd'hui essentielle. On ne parle plus de développement humain, on ne parle plus d'indice du bonheur, mais la qualité de vie qui a de nombreuses sous-thèmes, sous-conditions, sous-composantes, si on veut. Donc, on a également rajouté à ça la qualité des dépenses publiques, l'environnement, parce que la question environnementale est centrale pour l'ensemble des pays dans le monde, mais particulièrement pour les pays africains qui doivent à la fois trouver des moyens de combattre les effets des changements climatiques à l'intérieur de leur pays, mais aussi de se réadapter compte tenu de ce risque climatique qui est désormais latent et en cours dans l'ensemble de nos économies. Donc, l'indice Amadeus est un indice essentiellement qui se veut renouveler à chaque fois selon les conditions ou alors selon les idées qui sont rapportées par les différentes tenues du Forum MEDES et aussi des partenaires que nous contactons au fil des travaux. Donc, je dois le dire, et je vais encore dire merci à monsieur le docteur Moubarak Lo, le nouveau docteur, et je voudrais lui dire encore une fois que j'espère, je lui ai dit tout à l'heure, qu'il va faire complètement partie de notre comité scientifique, pas uniquement en tant que conseiller, mais en tant que membre à proprement parler. J'espère qu'il n'est pas trop cher, mais même s'il l'est, nous avons là notre financier principal qui est là, donc je crois qu'il pourra assurer l'affaire. Donc, grâce à la configuration actuelle, je crois qu'on peut rester essentiellement optimiste, et je vais entrer directement dans la faux optimisme de la plupart de mes prédécesseurs, comme par exemple messieurs les excellences, les 2 premiers ministres qui ont parlé bien avant moi, de dire qu'en effet, tout n'est pas noir, ou alors tout n'est pas sombre pour l'avenir de l'Afrique. Bien sûr, nous avons les grandes institutions internationales qui nous disent que nous allons peut-être vers une décennie perdue, mais je pense que non. Parce que justement, comme on l'a montré, l'attractivité a tellement de sous-composantes et la généralisation n'est peut-être pas la meilleure chose à faire parce que, comme on l'a dit, dès que vous prenez 10 et puis vous avez quelqu'un qui est à 0,5, eh bien, ça tire tout le monde vers le bas. Donc, il faut voir le moyen peut-être, comme on l'a dit, de comparer l'Afrique entre elles, par sous-groupe, mais aussi de la comparer au monde pour voir que nous ne sommes pas les plus mal lotis. Donc les facteurs de résilience sont là, nous les connaissons. L'Afrique, la plupart des économies africaines ou alors des pays africains viennent de faire face à beaucoup de chocs externes, mais aussi internes, qui sont tombés dessus depuis ces 10 dernières années. On est parti des crises financières, des crises économiques, des crises de l'inflation. Nous sommes partis sur la crise sanitaire liée à la Covid-19. Et là, nous sommes sur la crise russo-ukrainienne et toutes les implications qu'elle a, en plus de la crise environnementale. Donc, je pense que, et comme l'a démontré les indices, nous avons vu les résultats tout à l'heure, les pays africains ne sont pas les plus mal lotis en la matière, sachant la situation à laquelle nous avons dû partir. Nous avons beaucoup de bons élèves qui ont des très très bons résultats, on les a cités, mais nous avons beaucoup de pays qui ont la situation hybride. Bien sûr, il y a les plus mal lotis qui sont généralement les mêmes qui reviennent, mais qui sont aussi les plus vulnérables par rapport aux autres indicateurs qui vont être relevés, qui vont être rajoutés aux prochaines éditions de ces indices. Voilà. Merci Thérèse.
Justement, parlons des prochaines éditions et si on peut avoir une information. Maintenant, vous avez des réactions à chaud, vous avez les commentaires des uns et des autres et j'imagine que vous êtes en train de travailler sur l'édition de cette année, de l'année dernière, n'est-ce pas? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez modifié? Avez-vous déjà modifié des éléments? Vous avez inclus, exclu? Comment vous aiguillez chaque fois? En réalité, je parle sous le contrôle, bien sûr, du grand boss, Olivier Do, qui est notre coordinateur à tous. Mais bon, à chaque fois, après une session comme celle que nous avons lors du Forum MEDES, nous avons une première discussion à chaud pour voir directement qu'est-ce qui est ressorti et qu'est-ce qui peut être fait. Et par la suite, nous programmons plusieurs réunions en ligne et certaines réunions en présentiel également pour finaliser. Et nous avons l'équipe de recherche qui travaille sur le terrain, sur la collecte des données, sur la mise en relation des données. Nous relisons les impacts avant de publier les résultats préliminaires et puis les résultats finaux. Je crois que le parti qui a été pris désormais, ce sera celui de publier les indices à la même période que le forum pour que nous ayons justement ce type de réflexion comme celle que nous avons en ce moment. Parce que par le passé, les indices étaient publiés vers le mois d'avril ou du mois de mai, alors que le forum a lieu en novembre. Donc, on va essayer de calquer à chaque fois le timing de travail avec le forum pour avoir ce retour-là. Mais bien entendu, vous allez le voir dans le rapport qui circule d'ailleurs, il y a des contacts à la fin du document et ce serait bien que nous ayons des retours, non pas seulement des membres de ce panel, mais également de toute personne travaillant dans le monde économique, politique, social, entrepreneurial, etc., et qui peut apporter des inputs importants. Donc, pour les prochaines éditions, nous sommes en cours d'élaboration de tout cela et vous aurez le résultat dès que possible. Merci. Merci beaucoup Thérèse. Vous avez parlé de la data. La data, effectivement, est le noyau de la guerre. C'est l'élément essentiel qui nourrit ces indices et qui permet d'avoir une information de plus en plus exacte et pertinente. Et en parlant de data, je voudrais me retourner vers Chimante Kennedy. Et vous êtes CEO et founder of the African Business Information Bank, n'est-ce pas? Les indices, en quoi vous sont-ils utiles? Comment vous les utilisez? Merci beaucoup. Thank you very much. I think that we want to support all the scientific committee of Amadeus for producing such an index. It's very, very important for us because it's something from Africa, by Africans. But as our brother rightly said, we need to make it a global and comparative index. So from the African Business Information Bank perspective, it's Africa. It's information. It's a different perspective. So one of the biggest challenge, as was quoted by my dear brother Fatal, it is important to understand that who sees Africa, from whose perspective? Where is it hidden? What is hidden are the opportunities, the best kept secret. So who gives you the perspective? From whose eyes do you see Africa? From whose eyes do you see the opportunities? Who has to see these opportunities? These are very important questions that we need to ask, and we turn and look at this indices. Does it help us to see the opportunities in Africa? Yes or no? So are we doing an index for foreign direct investors for them to see us? Oh, come on. For 60 years plus, they have been trying to teach us how to see ourselves with a different lens. Oh, we do not see our opportunities. They have to tell us to see our opportunities. We use their indices to see our opportunities. We correct ourselves for them to see our opportunities. They are growing, we are talking, and garbage in, garbage out. So this is what we are talking about. An African solution for African problem with African friend, with African lens. So that's what this index is all about. Of course, we developed for many years the African Business Information Bank and aggregated indices where we took every index that was out there, we put them together, and we see where do we belong to as Africans. The same countries came out on the same point, and we said, but look,
they didn't have information about this country and they gave a wrong score. Well, as my brother really knows for statisticians, once you see a gap so wide, it means that either the variables are not correct, and most often there is a difference between uncertainty and risk. And most often these indices does not capture these two things. Uncertainty, I don't know. And sometimes I don't know that I don't know that I don't know, because I don't know that I don't have the data. And most often they say it's risky. But it's because they don't know. They can't know. They will never know. So on the other side, we shouldn't be blind, because we have to attract capital from outside. So we need to make sure that we show our own indices from our own perspective, and showing them what they don't see, we see it, and we see it from the African perspective, and it's comparable. That is where merging these two perspectives is fine. So where is this advantage? So one of the things is, are there opportunities? This index shows us that the stability, we are stable from an African point of view. And the nice thing with the index is that those countries that are stable, and we have seen consistent growth rate in it, and they are attracting investors. But which investors are they attracting? Are they attracting our diasporas? Are they attracting Pan-African investors? Are they attracting us from the Central African regions to go to Seychelles and to go to the different areas to invest? So that part of showing the opportunities is so important. The next part is that, of course, you know, indices help us to reduce our perceptions. So, of course, by reducing our perceptions, it means that this index reduces the bigger box, let's say the black box. So that is why this index is so good. But unfortunately, madam, we do not sell our index. We are too naive. We are so conservative with these indices. This index is not out there with the investors. At every investors forum, we can show them, look at what we Africans are seeing. Look at the tendency happening with us. Join us, be with us, so that we can exploit, we can develop the opportunities, we can use the opportunities for Africans' interests and for your interests. So another issue, let me drive on to a little bit critics, which we should look for complementary. I said that last year. We need two indices. One is the location index, which is stability and attractiveness. So which country is good? Oh, Morocco is good. But that doesn't end there. As an investor, I want to know, with whom do I work with? I can't work with the state alone. I want to work with the private sectors, partners, the companies on the ground, the young people on the ground, the institution on the ground. So that's where we need a second index that is going to take away this mist. And this index is about not just the location index, it's about business technical rating index. So which institutions are there? That's what Standard & Poor's, Moody's, on companies, ratings, they come up. So what do we do with those individuals? Because in Africa today, we are the best kept secret. But with whom am I supposed to work? Who is going to create the jobs for the young people? Who are those? There are companies in Africa and nobody rates them. They seem never to exist until a certain partner out of the continent comes in and make us realize there was somebody in the continent. We need to create a visibility for Africans in Africa and for Africans doing business in Africa, so that we can make use of the location index, which is stability and attractiveness, as well as the business technical index, which is about the people, the institutions on the ground. Thank you, Tementi, and thank you for the passion, and thank you for the energy, and I think that everyone in the room is feeling the energy and the passion that you have about the subject. And yes, you are right. The strongest elements about these indexes is that they are coming from Africa for Africa. It's been tailored for Africa. And at some period of time, we need definitely to bridge that gap and to give some hope to the youngest people, because our
key element that we should focus on is the human resources. That's our strongest assets, and unfortunately, it's not been educated properly. We are not doing the homework, and we say very often that we need to talk and walk the walk, but at some point of time, we need to walk that talk, and I think this is absolutely mandatory in our era. Just quickly, if you can just wrap up regarding the perspective for the continents and how we can improve. You see, thank you so much. We have a brighter perspective. I don't need you. Once the excellency starts by giving the optimistic perspective, we just have to jump on it. But we have to move away from PhDs to PhD. So from think tanks to do tank. We just need to do things. So that's the perspective of the continent. We just need to make sure that we do things. The perspective is brighter. We need to look for, there are African solutions, and we are now seeing young people developing initiatives. But this perspective required a broader integration process. It's found in our African traditional systems. In quote, we call them Ubuntu. I am because you are. If you want to go further, if you want to go faster, go alone. If you want to go further, go together. And that is where the May Days has been doing a very great things, making sure that there is an African agenda together. And that takes us to making sure that our indices that we are doing is cumulated in policy making, and we have a beautiful system, which is the African peer review mechanism, which is helping those who cannot do it to do it, so that the subsidiarity principle, meaning those who are behind, we help them to join us so that we can have an African perspective. The nice thing, madam, is that a single country in Africa is not successful when other countries are not successful. The media, the rating system says Africa is Africa. So we just need to make sure that we support those countries that are coming up. We have seen in the last years how the relationship, Morocco, Senegal, CEDEAO, us in CEMAC, we are still struggling to move in. So removing barriers, making sure that the young people can move around, discover themselves, and create new initiatives. That is the perspective that we expect for the future. Thank you, Tamati, and I do agree. The vision and the action need to be holistic, and for that I seize this opportunity to thank again Amadeus for all the energy that they do and the work that they provide in order to bring us together and give us the opportunity to brainstorm and see how we can improve all together. I will be moving to your neighbor, Philippe Nkoayi. Je suis désolée si j'écorche votre nom. Vous êtes CEO de Philjon. Nous avons eu l'opportunité de discuter avant ce panel et je disais que vous êtes une start-up, une success story, dans la mesure où vous avez démarré du Cameroun et vous êtes parti à la conquête du monde et qu'aujourd'hui, vous avez des subsidiaries, des filiales à travers le monde, en Europe et aussi en Amérique. Beaucoup d'idées ont été échangées. Je sais qu'il est difficile quand on passe en dernier ou en avant-dernier de dire des choses intelligentes qui n'ont pas déjà été dites, mais je voudrais avoir votre perspective par rapport aux indices. En quoi vous sont-ils utiles et puis comment vous voyez l'avenir de ce beau continent que nous partageons? Donc, merci. Je tiens à préciser que je suis très content justement de participer une nouvelle fois de plus à ce panel d'échange. J'y étais l'année dernière, toujours sur le thème des indices, sur l'attractivité et la stabilité du continent africain. Alors, effectivement, je ne vais pas revenir sur les brillantes idées qui ont déjà été amenées par mes aînés et mes collègues. Je vais beaucoup plus me concentrer ou m'appesantir sur le prisme en fait des startups technologiques et tout ce qui a trait à l'investissement et le capital risque des startups en Afrique. Pourquoi? Parce que vous savez, de l'investissement étranger ou même local en Afrique, ils sont faits depuis des années. Mais aujourd'hui, il est forcé de constater que depuis les 5 dernières années,
on constate en fait une augmentation considérable d'investissement de capital risque, je précise, sur les startups africaines. Donc, premièrement, avant de revenir sur certains indices et pourquoi ils sont hyper importants dans le développement de l'Afrique, je vais d'abord essayer de brosser un peu l'état aujourd'hui ou l'existant en fait du milieu start-up technologique et des investissements sur les 12 derniers mois. Alors, il faut savoir que l'année dernière, justement, lors de ce panel, j'avais justement relayé qu'aujourd'hui, 70% des investissements étrangers qui se font dans les startups technologiques sont concentrés sur 4 pays. On les appelle le Big Four, notamment le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et l'année dernière, justement, en total, il y avait 6,5 milliards de dollars qui avaient été investis par des fonds d'investissement étrangers dans les startups africaines. Les 12 derniers mois, on a constaté une baisse significative d'investissement de plus de 37%. On est passé de 6,5 milliards de dollars à 4,1 milliards de dollars en investissement dans les startups africaines. Alors pourquoi? Bon, premièrement, déjà, ça c'est un effet mondial et global parce qu'il y a ce qu'on appelle le winter freeze par rapport aux investissements et tout. Mais aussi parce que de plus en plus, ces fonds d'investissement-là n'ont pas une certaine visibilité assez claire sur ce que c'est réellement l'Afrique et comment est-ce qu'ils peuvent pouvoir contribuer au développement ou saisir des opportunités sur le territoire. Et c'est pour ça justement que ces indices doivent permettre justement d'avoir une meilleure compréhension du territoire africain, de pouvoir justement présenter l'Afrique par les Africains de ce que c'est vraiment un indice de développement africain. Et effectivement, comme le professeur Kennedy il a dit, c'est très, très important de ne pas juste conserver les indices pour nous. C'est très important de les développer, mais c'est encore plus important de pouvoir les partager aux bonnes personnes dans la bonne direction afin qu'elles puissent être utilisées à bon escient. Et dans le même élan, justement, on a constaté les 12 derniers mois qu'à travers justement cette baisse significative d'investissement-là, on a malheureusement connu des cas de décès de start-up, on va dire ça comme ça. Dans le cimetière des start-up africaines, on a eu justement malheureusement 3 start-up, une nigériane qui s'appelle 54 Gene, qui justement était spécialisée dans tout ce qui était innovation pour la recherche génétique et qui avait levé pratiquement 45 millions de dollars au cours des 4 dernières années et qui malheureusement en 2023 a été obligé de shut down. On a aussi un exemple au Ghana avec l'entreprise Dash qui était aussi une fintech qui avait levé en 9 ans 86 millions de dollars auprès justement des investisseurs étrangers et qui cette année a dû fermer la porte. Et le récent en date, c'était Sandy du Kenya, qui justement aussi, malheureusement, après avoir levé un peu plus de 29 millions de dollars, a dû fermer la porte. Alors la question qu'on se pose, c'est mais pourquoi est-ce que ces success stories-là, qui avaient bien commencé, se retrouvent en train de fermer la porte pour manque de capitaux? Où sont nos investisseurs locaux et nationaux pour reprendre en fait le flambeau lorsqu'on voit que en fait, ces exemples de start-up-là, qui par le passé ont brillé par leur ingéniosité et qui ont fait briller l'Afrique, aujourd'hui se retrouvent en train de fermer des portes et on parle aujourd'hui de pratiquement plus de 30 000 emplois qui sont perdus. Donc ça doit nous mener à nous poser beaucoup de questions sur notre propre responsabilité dans l'attractivité du continent et justement la mise en place de tels indices. Donc moi je pense aujourd'hui que ces indices-là méritent d'être partagés avec ces investisseurs et être échangés avec la plupart des acteurs locaux dans chaque région d'Afrique. Voilà.
Merci beaucoup Philippe. C'est très pertinent. Malheureusement, nous avons la contrainte du temps et effectivement, le monde des startups et être entrepreneur n'est pas chose aisée. Quand on l'est en Afrique, il y a peut-être des circonstances aggravantes qui rendent l'investissement difficile. Malheureusement, les histoires de unicorn restent assez rares. Mais bon, ne perdons pas d'espoir puisque l'optimisme est de rigueur. Rapidement, last but not least, nous avons avec nous Jean-Marie Mbuyi. Vous êtes le CEO de BM Partners. Donc, quelle est votre perspective par rapport à tout ce qui a été dit et votre retour d'expérience? Bien, merci. Je commencerai par saluer tout le monde et remercier également l'Institut Amadeus parce que je suis à ma deuxième participation de ce forum. Je remercie l'initiative parce qu'elle réunit l'intelligence au profit de l'Afrique et au bénéfice de l'Afrique et du reste du monde. J'aimerais également saluer le travail qui a été fait, le travail scientifique de cette revue, parce que de notre point de vue, moi je suis un peu au carrefour entre le politique et les investisseurs, en étant un cabinet d'affaires publiques et lobbying. Et donc nous nous servons de ce genre d'outils qui, pour nous, sont des outils essentiels. Je n'irai pas dans le débat méthodologique qu'il y a eu, mais il y a eu un enrichissement depuis l'année passée. Et je pense que le débat méthodologique qui s'est ouvert aujourd'hui va encore contribuer à l'amélioration de ce rapport et donc servir d'outil pour nous, vis-à-vis notamment des autorités politiques. Parce que quand on s'arrête sur les composantes des indices, je m'arrête 2 minutes sur les composantes de l'indice en termes d'attractivité, on voit très bien que sur ces composantes-là, nous pouvons dégager des mesures qui sont des leviers qui permettent également d'orienter l'action politique. Nous sommes à la limite du temps, donc je ne vais pas entrer en profondeur, mais j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait, à la fois dans les composantes sur l'attractivité et à la fois sur les composantes sur la stabilité qui vont de pair. Donc félicitations à cet outil et je souhaiterais en tout cas en être un des ambassadeurs, si vous me le permettez. Je vais conclure en partageant le caractère ambitieux et surtout la volonté qui a été exprimée et le positivisme qui a été exprimé par l'ensemble des panélistes. Et je vous demanderai juste de me permettre de lire une phrase en conclusion sur cet optimisme. Pour ma part, donc, j'aimerais tout simplement dire qu'au panafricanisme idéologique et politique, je préfère le panafricanisme économique qui reconnaît la diversité et qui fait des opportunités et des défis variés de chaque pays du continent un challenge commun. Il est temps que l'ensemble des pays africains puissent faire refléter de manière claire dans leur budget l'engagement à construire cette Afrique qui doit s'interconnecter, cette Afrique qui doit relever ensemble un défi qui est le nôtre, qui est un défi générationnel, qui est un défi qui nous lie tous de par la richesse de notre histoire, de notre culture. L'Afrique est un carrefour du monde et c'est notre vocation. Travaillons tous la main dans la main par rapport à ça. Merci Jean-Marie. J'apprécie énormément. Vous avez été percutant et pertinent et succinct. Vous avez respecté la contrainte du temps. Je m'excuse auprès de vous par rapport à ça. Excellence, chers panélistes, madame, messieurs, je vous remercie pour la richesse de votre débat. Je comprends que je suis l'élément nouveau de cette classe, de cette année. Vous m'avez éclairé, j'ai énormément appris avec vous. Je m'adresse à la salle pour la remercier. Merci beaucoup d'avoir été présente, d'avoir écouté et je vous invite à suivre les travaux de MEDES. Merci à l'équipe, au comité scientifique pour l'élaboration de ces indices, pour le travail phénoménal que vous faites. Merci à l'Institut de nous réunir une nouvelle année, une nouvelle fois. Je sais que c'est un travail qui est fastidieux et nous apprécions énormément. Je vous invite pour une petite photo pour la fin. Merci. Thank you.